Bonjour, soyez les bienvenus sur cette keynote. Romain est en train de nous rejoindre. Voilà, je l'ai en ligne en parallèle. Et je vous laisse la parole et je vous laisse ensemble. Merci Bonne conférence. beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur cette session sur la prospection des temps modernes, le modern selling. On va rentrer tranquillement dans une présentation en live de qu'est-ce que la prospection des temps modernes, qu'est-ce que le modern selling, qu'est-ce qui va pouvoir vous apporter, bien sûr. N'hésitez pas à interagir par les questions. L'objectif, c'est de regarder dans un premier temps une première petite présentation qui vous permettra d'avoir quelques informations clés. Première information que je peux vous donner, c'est que LinkedIn est un réseau social professionnel qui a été créé en 2003 et il fait partie des plus anciens réseaux sociaux aujourd'hui à date qui a été créé avec un objectif bien sûr professionnel. L'objectif professionnel de LinkedIn, c'est vraiment affirmé dès le début des années 2010 avec une utilisation un petit peu détournée de la part de commerciaux. Et LinkedIn s'est rendu compte aux États-Unis que les commerciaux utilisaient LinkedIn dans leur phase de prospection, dans leur phase d'identification des personnes clés et surtout dans leur phase de mise en relation. Et de cette analyse, LinkedIn en a créé en fait un art qui s'est développé aux États-Unis, qui s'appelle le social selling et qui s'est transformé depuis peu en modern selling. Et le modern selling, vous allez apprendre à le découvrir ensemble. Je vais partager tranquillement mon écran. On va aller voir. Je vais partager carrément ma fenêtre, ça sera plus simple ici. Voilà. Pour pouvoir vous présenter ce dispositif. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est tout simplement comment faire pour entrer en contact avec ses futurs clients grâce à LinkedIn. Première étape, avant de rentrer dans l'outil qui va nous intéresser, on va s'intéresser rapidement à qui sont nos nouveaux consommateurs, qui sont nos nouveaux clients, comment ils se comportent, quelles sont leurs grandes attitudes aujourd'hui et qu'est-ce qui va faire que LinkedIn nous permettra finalement d'adresser des besoins, des problématiques qui pourraient être les siennes. Première étape, on va essayer d'aller faire un petit focus sur deux générations qu'on appelle les digital consumers, qui sont les générations Y et génération Z. Génération Y et génération Z, elles s'opposent de manière assez franche aux autres générations, génération des baby boomers, génération X, par leur culture. La génération Y, c'est la première génération qui est née dans un environnement mondialisé et où le début de la digitalisation est arrivé avec la génération Y. L'avantage qu'on a sur Y, c'est que Y a connu un tout petit peu le monde sans Internet, alors que Z, lui, n'a pas connu du tout le monde sans Internet, voire même, il est né avec Internet. Il est né dans un Internet digitalisé, il est né dans un Internet en plus développé. Y s'est développé avec le Web 1.0 et Z s'est développé avec ce qu'on appelle le Web social, ce qui fait de lui un utilisateur très, très, très aguerri des réseaux sociaux. Faisons un petit point entre ces deux grandes générations. Faisons un petit focus sur les grands enjeux de ces deux générations. Premier enjeu qui va finalement être assez intéressant pour nous, c'est le fait que Covid est quand même passé par là. Il ne faut pas l'oublier, et nous a créé un nouveau segment cross-générationnel en plus des Y et des Z. C'est ce qu'on appelle la génération nouvelle. La génération nouvelle, c'est ce fameux segment cross-générationnel qui a vécu le Covid et qui a donc migré finalement ses modes de consommation en mode digital first. Covid nous a poussé à utiliser le digital comme un moyen de rentrer en relation, garder le contact, consommer des nouveaux contenus, et ça sur toute génération confondue. Allez, focus sur les deux générations. Première grande caractéristique des générations Y et Z, on a le côté nomade. Le nomadisme aujourd'hui est intégré, télétravail, outils collaboratifs, nouveaux statuts, parce qu'il y a l'arrivée des nouveaux statuts. Il faut savoir que le turnover moyen en entreprise, dans les entreprises en Europe, le turnover moyen, il est aujourd'hui de 18 mois.
en moyenne. Et ça, c'est dû aussi principalement aux nouveaux types de jobs, les auto-entrepreneurs, les freelances, les CDI à mission dans certains pays. Et on voit aussi une manière de consommer la compétence des collaborateurs qui est différente. Dans les GAFA, chez les GAFA, c'est une vraie stratégie RH que de consommer des collaborateurs, les compétences des collaborateurs qui ont des compétences à jour. On n'investit pas chez les GAFA dans le développement des compétences d'un collaborateur, ça prendrait trop de temps. On ne fait que d'aller recruter des collaborateurs qui ont des compétences à jour. Ça nous pose un problème commercialement quand on doit développer des relations de confiance sur la durée parce que les durées sont courtes et donc il va falloir démultiplier les points de contact pour arriver à atteindre nos objectifs. Deuxième caractéristique, et pas des moindres, qui est plutôt quand même intéressante, c'est le côté hédoniste de ces générations. La génération X avait plutôt comme objectif un objectif carriériste. Ils étaient en capacité de, on va pas utiliser le terme sacrifier leur vie personnelle pour des objectifs de carrière, mais on n'en est pas loin. Et alors que les nouvelles générations Y et Z, eux, c'est plutôt l'inverse. C'est comment l'entreprise va me permettre, comment le job, comment mon entreprise va me permettre d'atteindre mes objectifs de vie personnelle. On est sur une génération de win-win à court terme qui va plutôt être intéressée par savoir, en tout cas sur le côté, qui va plutôt être intéressée de comprendre comment elle va pouvoir y gagner personnellement dans la relation commerciale avec vous. Si on continue, on a le côté autodidacte de ces générations. Ils apprennent par eux-mêmes, ils ont besoin de passer du temps pour comprendre un petit peu quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, mais c'est surtout qu'on leur a mis à disposition tous les outils pour qu'ils puissent s'informer par eux-mêmes. Et ils vont repousser très loin le point de contact avec un humain ou une interface commerciale dans leur cycle d'achat. Et ça, c'est quand même très important de garder ça en tête. C'est le côté autodidacte. La question qu'il faudra vous poser, on en reparlera un petit peu, c'est tout ce qui va être lié à la stratégie de contenu. Est-ce que mon contenu est en adéquation avec la manière dont ces générations ont envie de le consommer? Si on continue, ils sont éco-responsables. Le côté éco-responsable, alors de la génération Y, c'est les premiers qui ont été vraiment, on va dire, informés dès le plus jeune âge des effets néfastes de l'homme sur l'environnement. Mais aujourd'hui, on ne voit pas des grands actes concrets, on va dire, sur la génération Y. Par contre, Z est déjà beaucoup plus engagé. On a vu apparaître juste avant Covid l'arrivée de Greta Thunberg, qui a lancé des actions, qui a réussi à imposer, alors après, lobby, etc., bon, c'est pas l'objectif du jour, mais on sent que vraiment, elles ont pris conscience de l'effet néfaste de l'homme sur la nature, et donc par rapport à une marque que vous pourriez représenter, elles ont envie de consommer éco-responsable, c'est un peu une manière de se donner bonne conscience. Ils sont aussi ultra connectés. Bon, ça, je pense que vous le savez, vous le vivez. Covid n'a pas forcément amélioré l'ultra-connexion. Ce qui est important de savoir, c'est sur les générations en développement, hein, les alphas. Aujourd'hui, donc ceux qui sont nés entre 2010 et plus, ils sont aujourd'hui, alors 2005-2010, génération alpha, si on regarde les 15-18 ans, aujourd'hui passent plus de 7h48 par jour connectés sur les réseaux sociaux, ce qui est juste monstrueux. Ils ont un device connecté sur Internet pendant au moins 12 heures. Pour eux, la vie digitale ou la vie réelle est complètement intégrée. Ils ne font pas la différence entre les deux. Si on continue, ils sont narcissiques. Alors le côté narcissique, c'est aussi un côté qui est un côté lié à l'usage très important des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont été construits, les GAFA ont construit leur stratégie sur une stratégie d'usage et surtout une stratégie d'hyper-personnalisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu prisonnier de notre propre image. Notre image, on va la partager, on va la diffuser, notre histoire de la même manière sur différentes plateformes, et notre positionnement social va finalement de pair avec le nombre d'interactions, de likes, de partages, de commentaires, et on va devenir addict aux likes, addict au partage, addict aux commentaires. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous identifier dans l'écosystème et de nous positionner socialement. Il y a aussi un deuxième élément, c'est ce qu'on
qu'on pourrait aller appeler le système de la récompense dans notre cerveau. Quand vous gagnez, par exemple, vous mettez une pièce au casino et vous gagnez, alors au bout de la troisième ou quatrième pièce, il y a encore des pièces dans les casinos, je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plein de stimuli visuels qui vont apparaître quand vous allez gagner, vous allez avoir de la lumière, les gens vont se retourner vers vous, etc. Et votre cerveau va associer le fait que vous ayez mis une pièce avec le fait que vous ayez gagné et va vous générer une dose de dopamine très importante qui est une hormone qui est assez puissante au niveau du bien-être et votre cerveau va se rendre addict à cette hormone et va bien sûr avoir compris que c'est à partir du moment où vous allez mettre une pièce que potentiellement vous allez pouvoir ressentir cette émotion générée par cette dopamine. Et ben c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Plus vous avez de likes, plus vous avez de partages, plus vous avez de commentaires, plus vous êtes valorisé, plus votre cerveau va sécréter de la dopamine et donc vous allez vous rendre automatiquement addict à cette plateforme. C'est important. Sur le côté narcissique, au niveau commercial, ça sert à rien de leur parler de vous. Ils s'en foutent. Il faut leur parler d'eux. Il faut que le héros principal de l'histoire que vous allez leur raconter, ça soit eux. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir qu'il va y avoir de l'engagement sur vos publications et sur vos posts qui fait partie des stratégies LinkedIn. Ils sont très matérialistes, ils travaillent aussi par communauté de marques. Mettez un fan d'Apple et un fan de Samsung dans une pièce et vous allez voir qu'ils vont défendre leur marque comme s'ils défendaient un membre de leur famille. Je consomme, donc je suis. On est dans une société de consommateurs. C'est important de le comprendre et c'est important aussi d'avoir un support de marque important pour travailler ces communautés de consommateurs. Ah oui, un truc important avant d'aller sur ce statut, ce nouveau statut de consommateur. Il faut savoir aujourd'hui que la génération X et la génération Y représentent plus de 70% du marché des actifs en Europe et représentent plus de 77% des utilisateurs de LinkedIn. Autant dire que c'est vos futurs clients, hein, clairement. C'est aussi pour ça qu'on s'intéresse principalement à ces gens-là. D'autant plus que les consommateurs, on les connaît. C'est les baby boomers, c'est les générations X. On a construit toutes nos stratégies marketing et commerciales sur eux et pour eux. Donc, bon, on ne va pas forcément passer trop de temps à essayer de comprendre pourquoi. Le consommateur, c'est qui? C'est le consommateur Ikea. C'est le consommateur télé. C'est celui qui va attendre le début du film à 21h15 sur la première chaîne, la deuxième, sur M6, etc. Bon, bref, il a besoin qu'on le guide. Le consommateur, c'est la télé, c'est le consommateur qui va attendre qu'on vienne lui servir à manger, c'est le consommateur qui va falloir guider dans un schéma chez Ikea, c'est le consommateur qui va faire ses courses dans les grandes surfaces et qui va se faire piéger par les têtes de gondole ou les tic-tac à la caisse. Bref, ce consommateur-là, il est en train de changer de statut et ce statut, il l'a changé grâce à l'usage que nous proposent depuis plus d'une quinzaine d'années les GAFA, en fait, les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, bref, et Apple, bien sûr. On a été éduqué par ces gens-là et donc on est passé du statut de consommateur au statut de consommateur. Le consommateur, si je reprends l'exemple de la télé, il va pas attendre que le début du film il commence à 21h. C'est pas trop son idée à lui, le consommateur. Lui, il est soit en replay, soit il est sur Netflix, soit il est sur Disney+, soit il est sur des plateformes. Et c'est lui qui décide à quelle heure le film commence, en fait. C'est ça qui va être intéressant. Le consommateur, il est devenu autonome. Il est averti, il est connecté, il préfère aller chercher de l'information qu'on lui en fournisse. Il est beaucoup plus actif dans sa manière de consommer. Il est aussi, et ça c'est intéressant, il a besoin d'identifier des leaders d'opinion. Il a besoin d'être intégré dans des communautés, il a besoin de partager et se conseiller entre eux. Et le meilleur commercial qui existe pour un consommateur, c'est un autre consommateur. C'est celui qui a déjà consommé un produit ou un service. C'est celui qui va faire son retour d'expérience. On rentre bien sûr dans l'ère des avis, on rentre dans l'ère des avis, parce que ça c'est clair que là, l'ère des avis, il a déjà complètement chamboulé le secteur de l'hôtellerie, de la restauration dans le début des années 2010, même un tout petit peu avant, et il est en train de rentrer dans les entreprises. Regardez des sites comme Glassdoor, des sites comme Indeed qui intègrent la possibilité, enfin vous avez la possibilité d'aller noter votre entreprise, noter votre manager, noter votre adéquation avec la vision de votre CIO. Enfin bref, on rentre quand même dans un truc qui est très intéressant en termes d'analyse parce que commercialement, il va falloir qu'on soit en capacité de naviguer entre ces différents nouveaux acteurs
qui vont influencer fortement les cycles d'achat de vos futurs clients. Première étape, 88% des consommateurs se renseignent sur Internet avant d'acheter. La dernière étude post-Covid, c'est 95%. Donc là, on est sur les chiffres avant Covid. Mais on attend de voir un petit peu l'évolution. Est-ce que ça va s'ancrer ou pas? En tout cas, on avait atteint avant le Covid 88%. La dernière étude, c'est 95%. Moi, j'attends que ça se stabilise avant de lâcher ces chiffres parce que on est tellement près du 100% que ça a presque plus de valeur de présenter ces chiffres-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est 66% à consommer des consommateurs, à consommer des avis externes avant de prendre des décisions d'achat. Donc, c'est super important pour quasi tout le monde, que ce soit en B2B ou en B2C, d'avoir une idée de ce qu'on a dit de ce produit, de ce service, de cette entreprise, de cette structure, de ce poste à pourvoir, etc., etc. Pour seulement 30% des consommateurs qui partagent leurs avis. Et dans les avis qui ont été partagés, on a des super partageurs d'avis, on a des super commentateurs d'avis. On en a d'ailleurs 30% d'entre eux qui partagent des avis au moins une fois par mois. Autant vous dire que c'est quand même pas mal. Dans la somme globale des marées des avis des différentes plateformes, il y a à peu près 30% d'avis orientés ou de faux avis qui potentiellement ont été achetés. Si on réinverse cette statistique, c'est 70% de vrais avis, qui est quand même pas mal, qui sont entre les mains de seulement 30% des consommateurs qui les partagent. Donc, à partir du moment où vous prenez la parole, tout de suite, vous allez voir que vous allez avoir un pouvoir d'influence très très fort sur ces nouveaux consommateurs. Le parcours d'achat, lui, comment on peut le construire, c'est surtout comment on va pouvoir l'analyser face à ces nouveaux acheteurs qui sont devenus beaucoup plus experts dans leur manière de voir les choses. Première étape, on a l'éveil des besoins. L'éveil des besoins, c'est qui est-ce qui plante la graine dans la tête de vos clients. On est bombardé de messages marketing. On reçoit des emails, des SMS, des pop-up, des vocales, des notifications, des whiz, bref. L'éveil des besoins, il est multiple. L'éveil des besoins, c'est vraiment une partie très importante aussi du parcours d'achat. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déclencher un cycle. Votre stratégie à vous, ça va pas être, alors ça va être bien sûr d'influencer le parcours d'achat, mais ça va être surtout de synchroniser vos objectifs commerciaux avec les parcours d'achat d'un certain nombre de consommateurs. C'est pour ça qu'on va parler de stratégie d'influence, on va parler de stratégie de visibilité, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez malheureusement plus, comme ce qu'on faisait il y a quelques années, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Xerox il y a 15-16 ans maintenant, nous décidions à l'époque finalement d'aller et de faire signer un client. Je mets ça en gros, mais on avait la possibilité de le faire et ça, c'était quand même très intéressant pour nous de pouvoir finalement orienter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour avoir des informations sur nos produits et nos services, notre client, il attendait qu'on passe le voir. Ou il nous appelait, nous, interface commerciale. On était le point de contact entre une problématique et une solution. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il va avoir cette problématique, il va rechercher des informations, et principalement de manière autonome, et principalement en utilisant Google, autant vous dire que c'est plutôt cool, et il va aller conforter ses avis en fonction, ses informations et ses besoins en fonction de l'analyse d'avis, en fonction de l'analyse aussi d'un certain nombre d'informations et d'indicateurs qui vont arriver depuis les réseaux sociaux professionnels, dont LinkedIn. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et puis, ce qu'on va avoir aussi après directement, c'est une prise d'achat. Quand je parle d'une prise d'achat, c'est un peu moins une prise d'achat qu'un choix que va faire notre consommateur expert de choisir avec qui il a envie de travailler, en fait. Et ce qui est intéressant, et on ne s'en rend pas compte, c'est qu'il y a une très, très, très grande partie de son parcours d'achat qui a déjà été effectuée avant même qu'il rentre en contact avec nous, interface commerciale traditionnelle. Et donc, le modern selling, c'est aussi de s'adapter à ces nouveaux modes de consommation, à ces nouveaux parcours d'achat. Finalement, on ne parle plus de cycle de vente aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en parle très, très peu. Je parle de synchronisation de nos objectifs business avec des parcours d'achat. Dernière étape,
s'il est content, il va mettre un avis. Alors, il va mettre moins d'avis s'il est content que s'il n'est pas content, hein, ce consommateur. Par contre, l'évaluation post-achat va jouer un rôle aussi très, très important parce que par effet de référencement, l'évaluation post-achat va se référencer dans les recherches d'informations, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, qui vous recherchent, mais ils vont tomber sur des informations qui vont les dérouter ou les rerouter sur une autre solution. Donc, comment le Modern Selling rendre en compte et comment il va pouvoir nous aider à nous adapter à ça. L'idée, c'est vraiment ce qu'on appelle de développer une sphère d'influence sur LinkedIn. Cette sphère d'influence va vous permettre de déclencher l'éveil des besoins, d'alimenter les recherches d'informations et surtout, finalement, de baliser un chemin qui va orienter des acheteurs potentiels vers vos solutions de manière plus ou moins inconsciente. La définition du Modern Selling, qu'est-ce que c'est? C'est ma définition. Ça se traduit par une posture commerciale, une nouvelle posture commerciale à adopter et une routine d'action quotidienne à mettre en place. Je parle bien de routine parce qu'il y a le côté routinier, c'est un peu chiant, mais ça veut dire qu'il faut y aller souvent. C'est un peu comme à la salle de sport. Si on n'y va pas souvent, on n'a pas forcément beaucoup de résultats escomptés, surtout à l'approche de l'été. Puis après, c'est un peu trop tard de se dire « Ah bah ouais, si j'aurais su, j'aurais dû retourner à la salle un petit peu plus tôt. » Ok, il y a eu Covid, les salles étaient fermées, mais ça n'empêche pas de faire un petit peu de sport à la maison. Bref, ce qui est intéressant, c'est vraiment de parler de routine. Posture, routine d'action à mettre en place sur LinkedIn, d'animation. On peut avoir une animation quotidienne, si vous préférez animation quotidienne à mettre en place sur LinkedIn, dont votre objectif premier, c'est d'être visible et d'influencer le cycle d'achat de vos futurs clients ou de vos clients actuels. Il ne faut pas les oublier, hein, parce qu'ils ont potentiellement des besoins. Et ça, de manière très large. Jusqu'à présent, jusqu'aux outils digitaux, jusqu'aux réseaux sociaux, on ne pouvait le faire qu'en one-to-one ou on pouvait le faire en déclenchant des newsletters. Enfin bref, il y avait il y avait déjà des techniques, mais pas aussi précises que ce que vous allez pouvoir potentiellement découvrir. Pourquoi LinkedIn? Tout simplement parce que c'est le seul outil aujourd'hui capé professionnel. Il a été élu 4 années consécutives, donc c'est la 4e année consécutive que LinkedIn est élu plateforme de confiance par Business Insider. Donc, on est sur une plateforme où les gens vont rechercher de l'information. Et en fait, dans LinkedIn, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a exactement la même composition qu'un salon professionnel, avec des visiteurs qui vont se balader entre les stands pour consommer du contenu qui leur est mis à disposition par des exposants. Votre objectif, vraiment, ça va être de passer du statut de visiteur au statut d'exposant. Parce qu'un exposant, lui, contrairement au visiteur, il va mettre à disposition du contenu, pas qui parle de lui, mais qui va alimenter la réflexion des visiteurs. Et vraiment, votre objectif va être vraiment de passer de ce statut de visiteur qui va se balader et consommer du contenu, qui va se perdre dans le fil d'actualité et visiter des profils, à un statut qui sera beaucoup plus actif, en somme, qui va mettre à disposition des informations qui permettront à cette audience de réfléchir, d'engager la discussion, de créer des conversations. Et le troisième, vraiment important, le troisième élément phare d'un salon professionnel, c'est les influenceurs et c'est ce qu'on pourrait appeler les conférenciers, les gens qui créent le contenu. Et vous allez vous rendre compte que dans LinkedIn, il n'y a pas énormément de gens qui créent du contenu, voire très très peu. Pourtant, c'est eux qui créent la matière première qui fait tourner la plateforme. Un chiffre que je vais vous donner, sur LinkedIn, il y a très très peu de gens qui créent du contenu, à savoir des gens qui créent du contenu au moins une fois par mois, c'est moins de 3 millions d'utilisateurs. Alors vous allez me dire 3 millions, ça peut être beaucoup, vous allez voir les chiffres arriver après, vous allez très très vite faire les calculs et vous apercevoir que 3 millions d'utilisateurs sur la somme globale, c'est pas énorme. Et surtout, ce qui est super important, c'est qu'ils se partagent 9 milliards d'impressions de ce contenu par semaine. Il y a 9 milliards d'impressions de contenu par semaine sur des fils d'actualité sur LinkedIn qui est finalement construit par du contenu natif produit par à peine 3 millions de personnes qui produisent du contenu de manière régulière. Et ce côté régulier, c'est important parce que ça va entraîner l'algorithme et on y viendra tout après. Quelques chiffres, LinkedIn, c'est 756 millions d'utilisateurs. Donc, vous voyez que les 3 millions d'utilisateurs qui partagent du contenu au moins une fois par mois, c'est
pas la folie. Après, on ira voir les autres chiffres, parce qu'il y a des gens qui partagent quand même du contenu ou qui créent du contenu, mais de manière moins régulière. Ils ont gagné 100 millions d'utilisateurs de 2020 à 2021 et c'est 3,2 profils créés chaque seconde sur cette plateforme. En moyenne, là, j'ai des chiffres sur les Français, j'ai des chiffres en Europe, j'ai des chiffres aux US. J'ai fait une petite plateforme pour vous donner un petit peu une idée de combien de personnes on a sur un pays représentatif comme la France, puis on ira regarder pour la Suisse directement dans la plateforme après. Pour vous donner une idée, en France, on a 28 millions d'actifs, 28 millions de personnes qui travaillent. Qui sont en position de pouvoir travailler, je ne vais pas compter les chômeurs là-dedans. Sur ces 28 millions de personnes qui travaillent, vous en avez 23 millions qui sont inscrits sur LinkedIn en France. C'est pour ça que ce chiffre, il est quand même important parce qu'on est à peu plus des 2/3 des Français actifs qui sont sur LinkedIn. La moyenne d'âge des utilisateurs, c'est 42 ans. Donc, on est au tout début de la génération Y. Mais on a de plus en plus de decision makers qui font partie des générations Z. Et il y en a de plus en plus qui arrivent, bardés de diplômes, qui font partie, qui rentrent finalement dans une autre manière aussi de consommer. En moyenne, on va passer 3 heures par jour sur les réseaux sociaux et outils de messagerie en Europe. Et si on regarde un peu les chiffres sur le mapping global LinkedIn, on a 2 gros pôles qui se distinguent avec les US d'un côté et l'Europe de l'autre. Et les derniers chiffres à jour que je viens d'aller chercher, mais je n'ai pas mis à jour la plateforme que j'ai récupérée hier, c'est que l'Europe a dépassé les US en termes de millions d'utilisateurs. Alors l'Europe, c'est très très large, hein, ça va de UK jusqu'à la Norvège. UK en première position avec 29 millions d'utilisateurs, la France avec 23 millions chiffres à jour, l'Italie 14 millions, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, c'est 15 millions d'utilisateurs. À savoir qu'en Allemagne, il reste encore Xing qui est très utilisé sur la partie germanophone. Donc, mais il y a commence à avoir une petite migration de plateformes qui est assez intéressante. À savoir aussi, très important, LinkedIn est encore une plateforme américaine ouverte en Chine. Après, on fait les petites idées qu'on veut. Notre acheteur, il a changé de comportement. Oui, notre décideur aussi, il a changé de comportement. On va aller s'intéresser aux acheteurs en B2B. Premier chiffre important, selon vous, combien de personnes en B2B indiquent ne pas vouloir adresser la parole à un commercial tant qu'ils n'ont pas mené eux-mêmes leurs propres recherches? En 2020, c'était plus de 88% des acheteurs qui nous indiquaient ne pas vouloir adresser la parole à un commercial tant qu'ils n'avaient pas mené eux-mêmes leurs propres recherches. Si je repositionne ça dans leur cycle d'achat, ça veut dire qu'ils ne veulent pas parler à un commercial tant qu'ils ne sont pas dans leur recherche d'information. Donc, premier point compliqué, la prospection à froid, il va falloir peut-être qu'on la repositionne. En moyenne, en plus, on a 7,2 personnes qui sont impliquées dans les entreprises lors de prise de décision d'achat. Donc déjà, notre acheteur ou notre décideur, il n'est pas tout seul à prendre des décisions. Il va falloir aller influencer les influenceurs de la prise de décision et c'est là où ça commence à devenir un tout petit peu technique et un tout petit peu compliqué. Ce métier, en plus, c'est pas un métier valorisé, le métier du commercial. Aujourd'hui, il a même été un peu dévalorisé sur ces dernières années. Donc, il y a de moins en moins de personnes qui veulent s'amuser à aller faire de la prospection parce que, 1, ils se prennent des portes, 2, les gens ne veulent pas leur répondre, 3, ils y vont et le métier n'est pas très très bon. Donc, il va peut-être falloir repenser un petit peu la stratégie. En termes de chiffres clés encore à vous amener, c'est le taux de succès de la prospection téléphonique par appel à froid. On est à 1,7% et 0,7% pour la clôture de deal. Donc, autant vous dire que 1,7%, c'est pour avoir des rendez-vous. Voilà. Le taux de succès pour avoir des rendez-vous par call calling par appel à froid, donc on est à 1,7 et 0,7 si on veut signer un deal. Et on voit qu'à partir du moment où on a un rendez-vous, ça se signe assez rapidement, en fait, si on regarde les deux chiffres en parallèle. Ce qui est assez logique, c'est qu'on est arrivé au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Mais le niveau de maturité, il va quand même falloir qu'on puisse identifier à quel moment on en est. Quelques chiffres aussi sur le comportement de ces décideurs sur les réseaux sociaux. Oui, notre acheteur, il est roi, mais il cherche surtout du ROI, du retour sur investissement. Il va décider du contenu qu'il va consommer, du support, du moment et du lieu où il va consommer ce contenu. En moyenne, 83% des décideurs nous expliquent utiliser LinkedIn en vue de leurs actes d'achat, dans leur process de recherche d'informations, tout simplement. Donc, on est sur un canal de confiance où les décideurs vont utiliser des informations qu'on leur met à disposition, soit quand ils les voient apparaître sur leur fil d'actualité, soit en allant fouiller dans LinkedIn. Autant vous dire qu'il y en a très très peu qui fouillent dans LinkedIn, ils vont surtout se faire influencer par ce qui se passe dans leur fil d'actu.
Ils vont consommer une dizaine de contenus différents avant de prendre des décisions. Et c'est ce chiffre-là qui est quand même important à retenir, c'est que plus de 90% du cycle d'achat, du parcours d'achat, serait déjà accompli avant même qu'un prospect ne prenne contact avec un commercial. Autant vous dire qu'il va bien falloir repenser le positionnement, la structure de l'approche sur des acheteurs et des décideurs qui, à ce qu'on peut comprendre par les chiffres, ne veulent être qu'autonomes dans leur choix. Et c'est là où LinkedIn va commencer à être intéressant en stratégie de veille, en stratégie d'influence. Quand on parle de LinkedIn, on va parler principalement d'un réseau social professionnel, mais on va parler aussi d'un fil d'actualité. Là, on arrive sur le fil d'actualité de LinkedIn. Les éléments à ne pas rater, parce que là, je vais vraiment vous donner du tips. Je vais passer un petit quart d'heure, 20 minutes à vous donner des tips d'usage et surtout des choses que potentiellement vous avez ratées. Dans LinkedIn, il n'y a pas un fil d'actualité. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a trois fils d'actualité différents. Il y a le fil d'actualité que vous voyez apparaître ici. Il y a un petit fil d'actualité que vous venez de voir apparaître. Et regardez, il est classé. Quand vous vous connectez sur LinkedIn, je vais vous faire une petite mise à jour, un petit refresh de la page. Vous allez vous apercevoir, si vous faites tout simplement un petit focus, un petit zoom sur votre fil d'actualité depuis linkedin.com, depuis un ordinateur, on ne parle pas du fil d'actualité du mobile, qui est le troisième en fait, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle le fil d'actualité pertinent. Le fil d'actualité pertinent, c'est le fil d'actualité que LinkedIn met en avant pour tous les membres de LinkedIn dans le monde entier. À savoir qu'il y a très peu de gens qui savent, qui sont au courant qu'on peut le filtrer, ce fil d'actualité. Maintenant, il correspond à quoi ? Il correspond à une analyse que va faire LinkedIn de votre comportement dans LinkedIn, mais aussi à l'extérieur de LinkedIn, dans les écosystèmes partenaires vus et puis aussi en fonction des cookies sur lesquels il va interagir. Le fil d'actualité pertinent, LinkedIn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous l'expliquer tout simplement quand vous allez chercher dans les préférences et confidentialité à aller récupérer des informations comme obtenir une copie de vos données. Il va vous dire tout simplement, et très franchement d'ailleurs, il ne va rien vous cacher, que si vous souhaitez télécharger les archives des données les plus importantes, dedans vous allez retrouver vos relations, vos contacts. La différence en relation et contact, elle est un peu intéressante, parce qu'en fait, relation, c'est toutes les personnes qui ont accepté de rentrer dans qui ont accepté votre demande de mise en relation, ou toutes les personnes que vous avez acceptées. Vos contacts, c'est tout ce que LinkedIn a aspiré de votre téléphone, de votre Gmail, de votre Outlook ou de toutes les différentes bases qui potentiellement a pu aller pomper. Il va aussi vous parler de l'historique de compte, tout ce que vous avez fait dans LinkedIn. C'est ce qu'on appelle l'historique de compte. Et aussi, vous pouvez récupérer toutes les informations que nous, alors c'est eux, c'est pas moi, mais que nous déduisons à votre sujet, que LinkedIn déduit à votre sujet en fonction de votre profil et de votre activité. Ça veut dire que basé sur toutes les informations de tracking, il va vous construire un fil d'actualité sur mesure. Ce fil d'actualité sur mesure, c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité pertinent. Donc, plus je vais parler, plus je vais interagir avec des membres de LinkedIn, plus je vais développer mon réseau, plus je vais m'intéresser à certains types de contenus, plus je vais passer du temps à aller lire les contenus de certaines personnes, plus LinkedIn, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre de moi et il va me proposer ce contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà très, très, très peu de gens qui créent du contenu. Il y a encore moins de gens qui interagissent sur ce contenu-là. Mais alors, imaginez bien que si entre les gens qui partagent et les gens qui interagissent, en plus de ça, LinkedIn va rajouter un filtre, autant vous dire qu'il n'y a quasi personne, pour être clair, personne qui apparaît sur les fils d'actualité pertinents, à part quelques privilégiés que LinkedIn a considérés être comme des bons créateurs de contenu ou comme étant des personnes qui créent de l'engagement. Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qui intéresse LinkedIn? Je vais vous montrer juste ces derniers chiffres avant de reparler, qui sont un petit peu les chiffres de représentation du nombre de conférenciers, donc les nombres de personnes qui créent du contenu, le nombre d'exposants
qui interagissent, qui like, partagent et qui ont mis en place une stratégie de visibilité, et ce qu'on appelle l'audience silencieuse. Les gens qui créent du contenu, vous l'avez bien compris, c'est moins de 1% des utilisateurs de LinkedIn, mais même beaucoup moins de 1% parce qu'on met dans les 1% les gens qui créent du contenu même une fois par année. Les gens qui créent du contenu récurrent, c'est 3 millions de personnes. Enfin, créent du contenu récurrent au moins une fois par mois. On n'est pas sur un truc de ouf. Donc, les gens qui sont forcément les plus visibles, c'est ces créateurs de contenu. Quand on parle de création de contenu, on parle de posts et on parle d'articles. On ne parle pas de repartage, on ne parle pas de je vais sur un site internet, je clique sur le petit logo LinkedIn pour repartager du contenu. Ça, c'est de l'interaction. Sur les interacteurs, sur les gens qui créent du contenu par l'intermédiaire du repartage, du like, du commentaire ou de l'envoi d'informations, c'est moins de 9% des utilisateurs. Autant vous dire que si on fait le parallèle avec le fil d'actualité qu'on a vu apparaître ici, je vais revenir sur le bon, ce que vous voyez apparaître dans le fil d'actualité récent, si on prend les chiffres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement 10% de votre réseau qui crée votre fil d'actualité récent. Si vous avez un réseau de 1000 personnes, il y a 100 personnes qui vont régulièrement construire votre fil d'actualité récent. Si vous avez maintenant comme interface principale, quand vous vous connectez, le fil d'actualité pertinent, on sait par analyse que c'est moins de 10% de ce qui se passe sur le fil d'actualité récent qui apparaît dans le fil d'actualité pertinent. Donc, la question, elle est simple. Elle n'est pas vite répondue, elle est simple. C'est la seule question que vous devez vous poser. Est-ce que mon objectif, c'est d'attendre qu'il y ait une information intéressante qui passe dans mon fil d'actualité? Ou est-ce que mon objectif, c'est de faire apparaître dans le fil d'actualité des gens qui m'intéressent mon contenu? Je pense que la question, elle est clairement vite répondue, comme pourraient dire certains influenceurs du digital. Donc, comment on fait pour faire apparaître du fil d'actualité? Première étape, il va falloir que votre profil il soit en mode expert absolu. Le mode expert absolu, c'est quoi? C'est un sésame que va vous offrir LinkedIn quand vous avez rempli des informations, en tout cas les informations essentielles au développement de votre profil. Dans ces informations essentielles, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les informations, ce qu'on appelle l'accroche visuelle. Photo de professionnel, un arrière-plan plutôt dynamique, éviter les logos, des choses comme ça, éviter du texte dans l'arrière-plan, aller sur quelque chose de dynamique dans le temps. Alors quand je parle dans le temps, c'est que l'hiver, je ne mets pas des vagues, à part si j'ai envie de partir en vacances, mais je suis plutôt sur de la neige. Après, il y a plein de stratégies d'image, on peut travailler tout ça. En tout cas, l'arrière-plan, c'est quelque chose qui devrait vous correspondre, quelque chose que vous aimez dans la dynamique, dans l'évasion, dans le voyage, quelque chose qui vous correspond personnellement. Ensuite, on va aller sur ce qu'on appelle l'accroche textuelle. L'accroche textuelle, c'est toutes les informations que vous allez mettre à disposition de manière écrite. Et c'est là où il va falloir faire la différence. Parce que ça ne sert à rien de dire je suis commercial chez, je suis responsable ingénieur commercial chez telle entreprise. Les gens s'en foutent. C'est votre titre interne. C'est comme ça qu'on vous reconnaît en interne. Vos clients, ils ne dealent pas avec vous parce que vous êtes un commercial. Ils dealent parce que vous êtes un représentant et vous êtes en capacité de l'accompagner à atteindre un certain nombre de ses objectifs. Et c'est là où il faut mettre de la proposition de valeur. Mes clients, de savoir que je suis le président directeur général d'une SASU unipersonnelle d'une personne, bon, à part moi me valoriser, et encore, c'est pas un truc de ouf. Ce qu'ils veulent savoir, et surtout mes prospects, mes prescripteurs, mes partenaires, c'est comment je peux les aider et quel est mon secteur d'activité, mon secteur de compétences. C'est là où j'ai rajouté LinkedIn, conférencier formateur, avec une phrase qui est la mienne, comment entrer en contact avec vos futurs clients. Je travaille tous les jours à apprendre à des gens à le faire, grâce, bien sûr, au Modern Selling. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre d'informations, comme des sélections de contenu, comme de l'activité, comme la partie info ou la partie résumé. Dans cette partie résumé, essayez d'accrocher, raconter votre histoire avec comme objectif de lecture, avec comme
objectif, en tout cas de lecteur, plus de lecture, votre client ou votre prospect. Racontez-lui une histoire. Arrêtez de parler de vous. En fait, on sait qu'il s'en fout. Parlez un tout petit peu. Moi, j'en parle au tout début en expliquant qu'après une vie de commercial dans le monde ultra concurrentiel de la vente de systèmes d'impression, j'ai accompagné la création et le développement de plusieurs startups. Point. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils vont être en capacité de récupérer chez moi. Et là, j'ai fait un texte à identification. Vous êtes un directeur commercial, directeur marketing ou directeur général. Votre objectif est de générer plus de chiffre d'affaires. Vous souhaitez accompagner vos équipes dans un usage efficace de LinkedIn, avoir une meilleure connaissance de vos prospects, enfin, je vous en passe, travailler votre image de marque et faire progresser vos forces de vente par l'usage d'outils digitaux. Alors, le programme que j'ai construit est fait pour vous. N'hésitez pas, contactez-moi, on prend un café, appelez-moi, enfin bref, et quelques références. J'aurais pu écrire l'inverse. J'ai commencé ma vie professionnelle en 2004 en rentrant chez Xerox, patati, patata, ok, très bien, mais les gens, ils s'en foutent. Peut-être les gens qui s'en foutent le moins, c'est si vous cherchez du boulot et quelques RH pourraient, ou chasseurs de tête, identifier quelques compétences, quelques mots-clés pour vous dire c'est génial. Mais même si vous êtes sur un monologue, les gens, ils s'en foutent en fait. Faites-le lire, votre pitch, à votre entourage. Et ils vont tout de suite, vous allez voir, ils vont pas avoir envie de le lire en fait. Ils vous connaissent, en plus ça les intéresse pas. Donc essayez de penser que si ça intéresse déjà pas vos proches, comment ça peut intéresser vos clients en fait. C'est là qu'à partir du moment où vous allez commencer à comprendre que votre objectif vraiment c'est de vous centrer sur eux, alors c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à vraiment rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le modern selling. Ça veut dire de passer du statut de visiteur avec le petit badge qui se balade entre les allées du stand. Malheureusement, cette année, on aurait pu, je pense qu'il y a une session hybride, donc on se retrouvera peut-être en septembre au LEC physiquement, mais aujourd'hui, c'est digitalement. LinkedIn vous permet digitalement de prendre cette posture d'exposant qui peut être quand même très intéressante à partir du moment où ce n'est pas un monologue du moi-je. Tout simplement. Maintenant, les éléments aussi importants qu'il faudra rajouter, comme des certifications, comme des certifications Datadog, des certifications LinkedIn, des compétences, des recommandations. La recommandation est importante parce que la recommandation va avoir un impact direct sur votre référencement dans Google. Ça, j'y reviendrai aussi peut-être si j'ai le temps tout à l'heure. Par contre, ce qui va être important et ce qu'on va découvrir maintenant, c'est les arcanes de l'algo, en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans LinkedIn? Pour avoir accès à la base, vous rentrez, vous cliquez sur le moteur de recherche ici et vous faites entrer. Quand vous rentrez dans cette base, vous avez accès et vous pouvez avoir accès à plusieurs portes d'entrée dans la base des membres de LinkedIn. Le membership de LinkedIn va être accessible directement par l'onglet personnes, bien sûr, où LinkedIn va vous proposer le chiffre qui est de 730 millions d'utilisateurs, mais LinkedIn ne vous laissera en visibilité si vous êtes en compte gratuit sur linkedin.com que votre réseau niveau 1 et réseau niveau 2. Donc, sélectionnez niveau 1 et niveau 2 et vous verrez réellement les personnes que LinkedIn vous laisse en termes de visibilité. Pourquoi il vous en cache? Tout simplement parce qu'il a envie de vous vendre des licences. Et qui est-ce qui va vous cacher? Principalement parce que plus il va apprendre à vous connaître, plus il va savoir ce que vous recherchez, il va cacher forcément les personnes qui vous intéressent le plus. Il y a quelques tips que je pourrais vous donner, bien sûr, comme par exemple un tips, regardez ce chiffre, 2 160 000 résultats. Je vais vous donner un tips pour pouvoir avoir accès à plus de résultats. Vous tapez votre prénom hors note, entre parenthèses, note, votre prénom. Vous utilisez ce qu'on appelle les requêtes booléennes. Les opérateurs booléens sont accessibles dans LinkedIn et vous permettront d'avoir une petite fonctionnalité un petit peu cachée. C'est-à-dire que les résultats diffèrent. On était à 2 100 000, on passe à 3 350 000. Ça veut dire quoi? Que quand je lui demande LinkedIn, montre-moi tous les gens qui s'appellent Romain ou pas Romain, donc tout le monde, il me donne un accès direct à toute la base. Il me cache bien des gens. C'est ça que je voulais vous montrer par cette requête. Maintenant, j'ai la base ouverte. J'ai accès à mes relations 1, 2 et donc 3 et plus maintenant, donc que je peux afficher ou déconnecter. Vous n'êtes pas obligé de les activer, vous pouvez aussi les désactiver. Et vous allez réellement, avec cette fonctionnalité, avoir accès à la base complète. Même si le chiffre ne bouge pas, là, vous avez la base complète.
Ce qui va être intéressant, c'est de la manière dont vous allez pouvoir filtrer cette base. Le fil de cette base, je vais prendre quelques exemples. Je vais sélectionner une zone, Genève, ou bien typiquement la Suisse. On n'a pas eu les chiffres tout à l'heure, je vais vous montrer le nombre de personnes. Si j'affiche juste ce résultat lieu avec la zone de recherche qui est la Suisse, ben on a accès à 2 750 000 résultats de recherche en Suisse. Et il me les a classés en commençant par les Romains, puis il a classé tous les Romains, les gens qui ne s'appellent pas Romains après. Maintenant, je vais pouvoir réutiliser des fils beaucoup plus précis. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les pays, on a les régions et on a les villes. On n'a pas les cantons, on n'a pas les départements, on a ville, non, on a, oui, ville, si on remonte région et si on remonte pays. Donc, j'ai la ville qui pourrait être proche du canton ou de la région, c'est la ville et la périphérie du département, voilà, c'est ça. C'est ce qui pourrait être le plus proche finalement, même si on est sur des zones qui sont assez larges, qui voudraient dire Genève centre ou Genève élargie. Donc je vais sélectionner Genève et périphérie. Je vais sélectionner un secteur d'activité, moi que j'aime bien travailler, qui sont le secteur bancaire par exemple. Et là, je vais lui dire, LinkedIn, maintenant que j'ai la base ouverte, montre-moi toutes les personnes qui ont un titre de CIO ou directeur général ou, allez, on va mettre président à Genève. Affiche-moi les résultats et c'est là où ça va commencer à être sympa pour moi. Il va me dire qu'il y a 825 personnes qui ont un titre de Chief Executive Officer, CIO, président à Genève. Moi, je peux être encore un tout petit peu plus tordu. Je dis, ben, j'ai envie de travailler avec des gens qui s'appellent Pierre, André, Martin, allez, Olivier, on va tromper un prénom. Hein. Oui, j'ai envie de prospecter que des Olivier, CIO, directeur général ou président de banque à Genève. C'est mon choix. J'ai encore le choix de pouvoir choisir mes cibles. Et là, je vais avoir des résultats qui s'affichent. Il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Aussi, il y en a quand même un petit peu. Il y en a 8. Et là, par exemple, j'en ai un ici qui, en plus de ça, est déjà dans mon réseau. Donc, on va faire une petite analyse. En espérant qu'il n'est pas dans la salle. Ou s'il est dans la salle, bah, comme ça, il peut m'envoyer un message, pas de souci. Quelles sont les informations que j'ai directement à sa disposition? J'ai des informations qui sont liées à sa géolocalisation. Une fois contact accepté, parce que là, il fait partie de mes relations, j'ai accès à des coordonnées s'il ne me les a pas cachées, comme sa date d'anniversaire, son adresse email, son site internet. Plutôt cool pour un CIO. Mais j'ai aussi accès à des informations liées à son activité. Dans les informations liées à son activité, je peux rentrer, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3, je peux rentrer dans son activité pour aller voir ce qu'il aime. Là, il a liké il y a 2 jours, Olivier a liké il y a 2 jours le profil de Natacha qui lui dit réussir sa vie, qu'est-ce que c'est, patati patata. Ok. Il a aussi liké le reportage qu'a fait Philippe de Direct News sur ça. Il a aussi liké ça, etc., etc., etc. C'est des mines d'informations pour moi, pour ne serait-ce que personnaliser ma demande de mise en relation ou personnaliser mon message d'approche. Mais j'ai pas que ça. J'ai aussi des petits trucs un peu sympas, comme par exemple, parce qu'il n'a pas bloqué l'accès à son portefeuille de contacts, je peux même aller filtrer les contacts d'Olivier. Donc là, je rentre même dans le portefeuille de contacts d'Olivier. Je vais aller regarder quand même, regardez, 826 résultats. Je vais me refaire une petite requête, Romain en notre main, pour voir s'il ne cache pas des gens dans son portefeuille de contacts. Il est un peu, bon là, on rentre dans du technique. Bah, s'il m'avait caché une centaine de personnes. Bon, maintenant que j'ai accès à la base, bah, je peux aller filtrer gentiment le portefeuille d'Olivier sans qu'Olivier s'en rende compte pour aller voir avec qui il est en contact. Et là, montre-moi toutes les personnes qui ont un titre de CIO ou président. Voilà. Où est-ce que je veux ça? Bah, je ne vais peut-être pas faire un Genève. J'ai envie d'aller faire, tiens, à Lausanne. OK, bam. Et là, je suis dans le portefeuille de contact d'un président, d'un CIO, d'une banque, et je vais taper dans ce portefeuille de contact toutes les personnes qui ont un titre de CIO à Lausanne. Bon. Et ça peut continuer comme ça à l'infini, en fait. C'est le côté cool de l'histoire. Autre information qui peuvent être quand même très, très intéressantes pour vous, que je vais quand même vous montrer, qui sont des outils qui, alors, pourraient être ce qu'on appelle RGPD ou pas, parce que je sais que même si en Suisse, vous pouvez être contraint par RGPD si vous détenez des datas issues de personnes de la Commission européenne.
Mais bon, on a des copines, comme par exemple Lusha, que j'aime bien utiliser, qui est un plugin que j'ai connecté à Chrome. Lusha, c'est vous le téléchargez directement sur le Chrome Store, Lusha. Et Lusha va me donner des informations type son numéro de fixe, enfin ses numéros de fixe, parce que là j'ai 2 numéros de fixe. Donc j'ai des numéros de fixe, j'ai son numéro ici, son adresse email, j'ai pas mal d'infos. Je peux pousser le bouchon encore plus loin. Dans le sens où là, pour moi, c'est quelqu'un qui est stratégique. J'ai besoin d'avoir des informations sur lui. Je vais pousser le délire. Je vais dire, OK, je vais vous montrer encore un petit outil qui est vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire, j'ai besoin, mais vraiment, réellement besoin d'avoir des informations sur Olivier. Est-ce que ma copine qui est là, vous allez voir, qui s'appelle Cristal, elle est capable de me faire un test de personnalité sur Olivier? Et oui. Et là, en plus de l'adresse email, en plus du numéro de téléphone, en plus d'avoir accès à ses relations et d'avoir accès aussi à son activité, j'ai un joli petit, comme vous le voyez ici apparaître, disque. Si vous le connaissez, c'est quand même très intéressant, qui va me donner des informations sur Olivier. Basé sur quoi? Basé sur toutes les traces qu'il a laissées quand il s'est baladé sur LinkedIn, mais aussi dans les espaces partenaires de Cristal. Et quand je vais vous montrer les espaces partenaires de Cristal, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de data qui ont été agrégées pour faire ce test de personnalité. Donc, c'est une IA américaine qui s'appelle Cristal qui va vous permettre de faire des tests de personnalité. Qu'est-ce qu'on a comme information? On peut le garder en anglais, je vais le traduire aussi, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est pour aussi vous montrer les petits plugins qu'on peut utiliser de traduction. J'ai des informations. Olivier a tendance à être ambitieux, rapide, critique et efficace au travail. C'est quand même un peu mieux pour un CEO. Olivier est susceptible de rechercher l'autonomie et de poursuivre sa propre voie. Il peut avoir tendance à rechercher l'efficacité et à rechercher des moyens plus efficaces et pratiques d'aider les autres à s'améliorer. Ne soyez pas surpris s'il propose des suggestions pour améliorer tout ce qui lui semble improductif. La carto, c'est plutôt un archi. Et le disque, on voit qu'il est quand même bien rouge et bien bleu. Donc vraiment, le côté architecte mais quand même rouge, bleu, c'est plutôt cool. Si je veux lui vendre un truc, qu'est-ce que je dois faire? Éviter trop de battage publicitaire, il n'aime pas ça. Traiter les problèmes potentiels et les solutions, démontrer la qualité de ce que vous proposez et poser une question difficile ou lancez-lui un défi. Sur la partie démo, pour lui faire une démo, qu'est-ce qu'il faudrait lui faire idéalement? Soyez direct à la fin de la démo en expliquant les prochaines étapes. Communiquez directement comment votre produit résoudra ses problèmes. Communiquez la valeur directe qu'il obtiendra de votre produit plutôt que se concentrer sur des fonctionnalités amusantes. Expliquez clairement ce que cela peut lui coûter et comment cela lui sera rentable. Donc, en gros, du ROI très rapide. Pour prendre un rendez-vous avec lui, quoi faire? Proposer une heure précise, mais permettez-lui de la modifier. Mentionnez que vous allez préparer ce que vous avez préparé au préalable. Demandez-lui de lui proposer de l'ordre du jour, etc., etc. Et là, c'est pareil pour prendre un rendez-vous, comment l'appeler, comment aussi lui envoyer un email. Et on a même la possibilité d'avoir directement dans LinkedIn, comme vous allez le voir, la possibilité d'avoir des conseils directs. OK, je vais lui faire une proposition, une négociation. Fais-moi un petit test. Et là, j'ai accès à toutes les infos qui me vont bien. Voilà ce qu'il faut faire. Quand vous discutez un petit peu au niveau pricing, comment on engage, voilà les exemples, voilà les phrases qu'il faudra engager, etc., etc., etc. Il va vous donner un certain nombre d'étapes en fonction des différentes étapes que vous pouvez engager en fonction de sa personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des data, il y en a plein. Il y a à peu près tout ce qu'on veut sur tout le monde, sur 756 millions d'utilisateurs exactement sur LinkedIn. On peut faire ça à Genève, à Paris, à Dubaï, à Marseille, en Russie, en fait à peu près partout. Et Cristal, pour vous montrer un petit peu comment et qui est-ce qu'il y a derrière Cristal. Alors, ce n'est pas qui est-ce qu'il y a derrière Cristal, c'est surtout les partenaires de Cristal et les entreprises qui utilisent déjà Cristal. Vous allez sur le site cristalno.com et si on descend, vous allez juste voir un petit peu quels sont les écosystèmes partenaires ou utilisateurs de Cristal. Et on retrouve quelques petits acteurs un peu sympas là, de la digitalisation. Autant vous dire que ça serait quand même le moment de commencer à s'intéresser à ce type d'outils dans votre prospection. Pourquoi? Parce que le modern selling, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de bien préparer en amont
son action commerciale, voire même d'éviter d'avoir des actions commerciales très larges, à la mitraillette, un peu à l'ancienne, en disant on va faire les probabilités, ça a toujours fonctionné, on va faire 100 coups de téléphone, sur les 100 coups de téléphone, il y a 50 personnes qui décrochent, sur les 50 personnes qui décrochent, il y en a 25 que je peux pitcher, sur les 25 que je peux pitcher, il y en a 12 qui acceptent un premier rendez-vous, sur les 12 qui acceptent un premier rendez-vous, il y en a que, je sais pas, 6 qui acceptent que je leur fasse une offre, sur les 6 qui acceptent que je leur fasse une offre, il y en a que 3 finalement qui vont jusqu'au bout et qui me rappellent, et sur les 3, j'en signe une, parce que je suis bon. Voilà le ratio. Mais vous avez fait chier 100 personnes. Bon, clairement. Et si on se concentrait sur l'analyse réelle des besoins de nos cibles, et si on leur mettait à disposition les bons contenus de la bonne manière pour qu'ils les voient apparaître dans leur fil d'actualité, pour faire en sorte que quand on sort, quand on les appelle, quand on fait des visios, quand on fait alors c'est principalement des visios, mais ça peut être aussi des rendez-vous, des lunchs, etc., on soit dans du concret. Ben, c'est tout l'art du modern selling, en fait. Le modern selling, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de changer votre posture, passer d'une posture bourrin qui sert à rien, qui fait chier tout le monde depuis tout le temps, en fait, pour être clair. Mais sauf qu'avant, il y avait que ça qui fonctionnait, donc on en mettait plein partout, des commerciaux, puis on leur disait taper des portes. Hein. J'ai vendu du copieur à Genève, je sais ce que c'est, que ce soit chez Xerox, chez Canon, chez Ricoh, enfin bref, j'ai tapé des portes. Quand on prend un commercial, on lui donne pas de portefeuille et on lui dit va taper des portes et prendre des rendez-vous, puis on lui donne même pas de portefeuille. Mais ça fait chier tout le monde, sauf que ça imprime la marque. Alors oui, il y a deux effets. On reste dans la tête des clients. J'ai pas besoin d'aller taper 4, 5, 10 portes par jour pour rester dans la tête de mes clients. Quand le dernier post que j'ai fait, on va aller regarder le dernier post que j'ai fait il y a quelques minutes, j'ai parlé un petit peu des innovations sur Vivatech. On va aller regarder un peu les résultats des posts. On arrive bientôt à la fin de la session. Le dernier post que j'ai fait il y a 1 heure, il y a déjà 7 personnes qui ont liké. J'ai 577 personnes qui l'ont vu. Visiteurs uniques qui ont passé au moins 6 secondes sur mon fil, qui ont vu passer pendant au moins 6 secondes mon actu sur leur fil d'actu. Alors oui, j'ai mis une licorne, forcément ça attire l'œil. Mais là, quand par exemple je fais la promotion, je ne fais pas la promotion, j'explique un peu une expérience que j'ai vécue ce week-end parce que j'ai tourné mon programme de formation en vidéo pour faire du micro-learning. Et ben j'ai 4900 personnes qui ont vu apparaître ce post en une journée. Comment je fais pour… Parce qu'en gros, c'est l'équivalent de faire de la prospection en premier point de contact. Je prends une rue et je tape des portes et je pose des cartes de visite. Sauf que là, en une journée, si je cumule les deux, j'ai tapé 5000 portes. Et en plus, je sais combien de personnes j'ai tapé par porte. Banque Populaire, j'en ai 66 qui l'ont vu apparaître. J'en ai 36 ici, donc forcément beaucoup de mes clients, parce que là, forcément, j'ai beaucoup de clients, mais je connais mes zones. Genève, j'ai tapé 198 portes et j'ai déposé 198 cartes de visite à Genève hier, grâce à ce poste-là. J'en ai 788 à Paris. J'en ai prospecté aussi 392 personnes à Lyon. Quand je parle de prospection, c'est quoi? C'est d'imprimer ma marque auprès des gens qui m'intéressent. Je vais revenir vous voir, parce qu'en fait, on a à peu près terminé cette session. Je vais killer l'écran partagé, tac, 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 parce que je suis ici. Et je vais essayer de répondre aux questions. Il y en a deux. Peut-on automatiser cette recherche ou doit-on la faire des recherches personne par personne? L'automatisation sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen de se faire bannir de la plateforme. Donc, tout outil d'automatisation, quel qu'il soit, gros hacking, tous les outils, c'est à bannir si vous ne voulez pas perdre juste l'accès à votre profil à vie. Moi, je pense que là, la dernière release, la dernière mise à jour qui a eu lieu au mois de mai, elle est assez violente. Donc, toute suspicion d'automatisation d'outils pour ne serait-ce qu'automatiser des recherches, etc., tranquillement, c'est pas très, très compliqué, mais tranquillement, vous allez vous faire bannir. Donc, évitez. Tac, 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 rafraîchissez le partage pour arrêter, rafraîchir la page pour arrêter le partage. Eh bien, allez, merci. Quelle est la différence entre cette méthode et le Sales Navigator? Ouais, très bonne question. Sales Navigator, c'est l'évolution, en fait, du Modern Selling. Sales Navigator, c'est quand vous allez vouloir intégrer les datas que vous allez récupérer dans votre CRM, en fait. C'est un outil payant. Ce que je vous ai montré, déjà, c'est une approche qui est gratuite. Autant vous dire que c'est déjà une première étape. Et moi, ce que je conseille, alors j'interviens beaucoup sur des plans de formation sur de la mise en place de Sales Navigator, mais dans un premier temps, on fait la formation linkedin.com et ensuite, on passe sur du Sales Navigator.
vous mettre entre les mains Sales Navigator si vous n'avez pas eu ne serait-ce qu'une première prise de conscience du pouvoir d'un LinkedIn.com. C'est un peu comme si je vous donnais les clés d'une Ferrari alors que vous n'avez pas le permis en fait. Autant vous dire que vous ne savez pas trop savoir comment l'utiliser, ça va vous coûter cher et les résultats ne vont pas être là. Alors oui, c'est joli, c'est bien, vous avez le petit logo, c'est rigolo, c'est clinquant, mais vous n'allez pas forcément pouvoir exploiter les pleines performances de la machine. Et c'est surtout quand on utilise Sales Navigator, c'est à partir du moment où on utilise Sales Navigator que on commence à rentrer dans la partie analyse de Big Data.